J'ai eu un grave accident à 17 ans. Ma mère a refusé de venir à l'hôpital pour signer le consentement pour les procédures médicales. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. L'hôpital a contacté mon grand-père à sa place. 15 jours plus tard, un homme en costume a frappé à la porte de ma mère et elle est devenue hystérique en apprenant la nouvelle. Je m'appelle Mathéo et j'ai 22 ans maintenant, mais cette histoire commence quand j'en avais 17, le pire jour de ma vie. Ou peut-être le meilleur. Je n'en suis pas encore tout à fait certain. Je n'aurais jamais pensé que ma propre mère me laisserait mourir. Laissez-moi vous donner un peu de contexte avant d'en arriver à la partie la plus difficile. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Un cancer foudroyant, 6 mois entre le diagnostic et la fin. Mon grand-père paternel, Monsieur Ricardo, comme tout le monde l'appelait, est devenu ma figure paternelle à partir de ce moment. C'est lui qui m'a appris à faire du vélo, qui venait à mes matchs de football, qui m'aidait avec les devoirs de mathématiques que je détestais. Ma mère s'est remariée 2 ans après la mort de papa avec un type nommé Fernando, et tout a changé. Je ne dirais pas que Fernando était méchant, exactement. Il ne voulait simplement pas d'un enfant qui n'était pas le sien dans sa vie parfaite avec ma mère, et elle a choisi de lui faire plaisir. Les visites chez mon grand-père se sont espacées, les appels sont devenus plus courts. Je suis devenu une nuisance, un rappel gênant de sa vie antérieure. Mais continuons. Le jour de l'accident, c'était un samedi d'octobre. J'avais eu ma première moto 3 mois plus tôt, en travaillant les week-ends dans un supermarché. Une Honda d'occasion, mais en bon état. Ma fierté et ma joie. Ma mère détestait cette moto. Elle disait qu'elle était dangereuse, que j'allais me tuer. Fernando, lui, ne donnait simplement pas son avis, comme si je n'existais pas. J'étais en route pour la maison de mon grand-père quand une voiture a grillé un feu rouge. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'impact a été brutal. J'ai été projeté sur plusieurs mètres. Je me souviens du bruit du métal qui se tordait, de l'asphalte qui râpait ma peau, et puis plus rien. Je me suis réveillé dans l'ambulance. La douleur était indescriptible. Une jambe fracassée, 3 côtes cassées, un traumatisme crânien, une hémorragie interne. Les ambulanciers parlaient vite. Des mots techniques que je ne comprenais pas, mais qui sonnaient urgents, très urgents. À l'hôpital, c'était le chaos. Des médecins qui couraient, des infirmières qui criaient des codes, des lumières vives qui m'aveuglaient. Ils devaient opérer immédiatement, mais j'étais mineur. Ils avaient besoin d'une autorisation parentale. Une infirmière a composé le numéro de ma mère. J'étais conscient. Je pouvais tout entendre, même si ma vision était floue. L'infirmière a expliqué la situation. Urgence, chirurgie immédiate, risque de mort s'ils n'opéraient pas dans l'heure qui suivait. Et puis j'ai entendu la voix de ma mère à travers le haut-parleur du téléphone. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Nous sommes sur le point de sortir dîner. Le silence qui a suivi était sépulcral. L'infirmière a regardé le téléphone comme si c'était un objet extraterrestre. Une autre infirmière à proximité a mis la main devant sa bouche. Un médecin qui passait s'est arrêté net. Excusez-moi, a répété l'infirmière. Votre fils a besoin d'une chirurgie d'urgence, maintenant. J'ai bien entendu, a répondu ma mère avec ce ton froid que je ne connaissais que trop bien. Si c'est si grave, appelez mon beau-père. Ricardo Mendoza. Il doit être dans le répertoire du garçon. Il peut signer ce qu'il faut. Je ne peux pas venir maintenant. Et elle a raccroché. J'ai essayé de dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas. Les larmes, elles, sont sorties. Pas à cause de la douleur physique, mais parce que j'ai réalisé à ce moment-là que ma propre mère venait de choisir un dîner plutôt que ma vie. L'infirmière plus âgée, une dame d'une 50aine d'années à l'expression maternelle, m'a serré la main. Ne t'inquiète pas, mon garçon. On va trouver ton grand-père. Tout va bien se passer. Ils ont trouvé le numéro de mon grand-père dans mon téléphone détruit. Ils l'ont appelé. 20 minutes plus tard, il est arrivé en courant dans la salle des urgences. Il avait 75 ans, mais je ne l'avais jamais vu bouger aussi vite. Son visage était blême, décomposé. Ses mains tremblaient en signant les papiers. Mon enfant, mon petit, répétait-il sans cesse pendant que les médecins m'emmenaient au bloc opératoire. Je serai là. Je ne te laisserai pas seul. L'opération a duré 7 heures. Quand je me suis réveillé, mon grand-père était là,
assis sur une chaise en plastique inconfortable à côté de mon lit. Il avait les yeux rouges et gonflés. Il s'était endormi, sa main posée sur la mienne. Les 15 jours suivants ont été un brouillard de douleurs, de médicaments et de lente récupération. Mon grand-père n'est jamais parti. Il dormait sur cette chaise horrible. Il mangeait ce que les infirmières lui apportaient de la cafétéria. Il se douchait dans la salle de bain de l'hôpital. Une infirmière lui a apporté un oreiller et une couverture après le 3e jour. Ma mère n'est jamais venue. Pas une visite, pas un appel, rien. Les infirmières commentaient entre elles quand elles pensaient que je dormais. Quelle sorte de mère fait ça, ce grand-père vaut de l'or, si c'était mon fils, elle aurait déjà perdu la garde. Le médecin-chef de l'équipe de nuit a dit quelque chose qui m'est resté gravé, c'est de l'abandon. C'est un délit. Mon grand-père n'a jamais dit de mal d'elle devant moi, mais je voyais la rage contenue dans ses yeux, la douleur, la déception. Il avait perdu son fils, mon père, et maintenant il voyait la mère de son petit-fils l'abandonner à la mort. Nous sommes montés dans sa vieille Chevrolet bleue. Il a démarré, mais n'a pas pris le chemin de la maison où je vivais avec ma mère et Fernando. Il a pris le chemin de sa maison. Papy, lui ai-je dit, on ne va pas dans la bonne direction. Il m'a regardé avec une tristesse infinie dans ses yeux fatigués. Non, mon garçon. Nous allons exactement là où nous devons aller. Ta mère a appelé hier. Elle a dit de ne pas revenir, que tu vivrais désormais avec moi. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là a été pire que l'accident, pire que l'opération, pire que les 15 jours d'agonie physique. C'était une douleur qui me déchirait de l'intérieur, qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la famille. Ma propre mère m'avait officiellement, définitivement, jeté. Mon grand-père a pleuré en conduisant. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues ridées. J'ai pleuré aussi. Nous avons pleuré tous les deux tout le long du trajet jusqu'à sa maison. Mais ce que nous ne savions ni l'un ni l'autre, c'est que ce même jour, exactement à la même heure où nous roulions vers notre nouvelle vie ensemble, un homme en costume frappait à la porte de ma mère, et son monde parfait était sur le point de s'effondrer. La maison de mon grand-père sentait exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, le café fraîchement moulu, le vieux bois et ses biscuits au beurre qu'il achetait à la boulangerie du quartier. C'était la maison où mon père avait grandi, où il y avait des photos de lui sur chaque mur. Mon refuge. Mon grand-père m'a installé dans ce qui avait été la chambre de mon père. Il y avait encore quelques-uns de ses trophées de baseball sur une étagère, quelques photos de son adolescence. Il m'a aidé à m'installer dans le lit, à ajuster les oreillers pour que ma jambe plâtrée soit surélevée, m'a apporté de l'eau et mes médicaments. Repose-toi, mon enfant, m'a-t-il dit. Demain, nous parlerons de tout. Mais j'avais besoin de savoir, papy. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Il s'est assis lourdement sur le bord du lit, a soupiré profondément. Ses mains de travailleur buriné tremblaient légèrement. Elle m'a appelé hier après-midi, a-t-il commencé. Elle a dit que tu étais un problème depuis des années. Que Fernando n'est pas à l'aise avec toi à la maison, que maintenant que tu as failli mourir et que tu auras besoin de soins et de thérapie, elle n'a ni le temps ni l'énergie pour ça. Que c'est mieux que tu vives avec moi dorénavant. Il a fait une pause. J'ai vu sa mâchoire se serrer. Elle a aussi dit qu'elle ne paierait rien pour tes frais médicaux, que comme c'est moi qui avais signé les papiers, c'était ma responsabilité. Je lui ai dit que ça me semblait parfait, que je me chargerais de tout avec plaisir, que c'était un honneur d'être ton tuteur. Je suis resté à fixer le plafond, en train de digérer. Ma mère venait de se laver complètement les mains de moi, comme si je n'avais jamais existé pour elle. Il y a autre chose que tu dois savoir, a dit mon grand-père. Mais ça peut attendre. Maintenant, dors. J'ai pris mes antidouleurs et je me suis enfoncé dans un sommeil profond et sans rêve. Ce que je ne savais pas, ce que j'apprendrai des jours plus tard, c'est ce qui se passait exactement à ce moment-là dans la maison de ma mère. Laissez-moi vous raconter comment on me l'a raconté plus tard. Il était 19h, le 15e jour. Ma mère et Fernando se préparaient à sortir. Ils avaient une réservation dans un nouveau restaurant italien qui venait d'ouvrir en ville. Elle mettait ses boucles d'oreilles quand la sonnette a retenti. Fernando a ouvert la porte. Un homme d'une quarantaine d'années, costume gris impeccable, mallette en cuir à la main, expression sérieuse et professionnelle. « Bonsoir », a dit l'homme. « Je cherche Madame Patricia Vega de Mendoza. » Ma mère est sortie de la chambre, une boucle d'oreille mise et l'autre à la main. « C'est moi », a-t-elle répondu avec ce ton désinvolte qu'elle utilisait pour tout. « En quoi puis-je vous aider ?»
L'homme a sorti une enveloppe de sa mallette. Je suis maître Ramirez du cabinet Campos et Associés. Je viens vous notifier formellement d'une plainte déposée contre vous. Ma mère a ri, littéralement ri. Une plainte? Pourquoi? De qui? L'avocat a ouvert l'enveloppe et a sorti plusieurs documents. L'hôpital central vous poursuit pour abandon de mineurs en situation d'urgence médicale. L'État a également engagé une procédure pour négligence parentale grave. Et M. Ricardo Mendoza apparaît comme plaignant secondaire en représentation de son petit-fils mineur, Mateo Mendoza Vega. La couleur a quitté le visage de ma mère. Quoi? C'est ridicule. Je n'ai abandonné personne. L'avocat a continué d'une voix neutre et professionnelle. Selon les registres de l'hôpital, le 18 octobre, votre fils mineur a été admis pour de graves polytraumatismes nécessitant une chirurgie d'urgence immédiate. L'hôpital vous a contacté en tant que tutrice légale pour obtenir votre consentement. Vous avez refusé de vous présenter et avez déclaré textuellement, je cite, « Prévenez-moi s'il ne survit pas, je n'ai pas le temps pour la paperasse ». Cette conversation a été enregistrée conformément au protocole de l'hôpital et attestée par 3 membres du personnel médical présent. Je n'ai pas dit ça comme ça, a balbutié ma mère. On m'a mal comprise. L'avocat a poursuivi, implacable. De plus, durant les 15 jours d'hospitalisation de votre fils, vous n'avez effectué aucune visite, aucun appel de suivi et n'avez fourni aucun soutien émotionnel ou économique. Le mineur est sorti de l'hôpital aujourd'hui sous la garde de son grand-père paternel. Tout ceci est documenté et certifié. Il a sorti d'autres papiers de l'enveloppe. Ceci est la notification officielle de la plainte. Ceci est la convocation pour l'audience préliminaire dans 2 semaines. Et ceci est la notification des services sociaux de l'État vous informant qu'une procédure d'évaluation de votre aptitude en tant que mère et un possible retrait de l'autorité parentale ont été initiés. Ma mère est restée sans voix. Fernando a fait un pas en arrière, s'éloignant littéralement d'elle. Ça, c'est la faute de Ricardo, a-t-elle finalement crié. C'est lui qui m'a mis dans cette situation. Il veut m'enlever mon fils. L'avocat a secoué la tête. Madame, la procédure légale a été initiée automatiquement par l'hôpital lorsqu'ils ont documenté l'abandon. C'est le protocole obligatoire dans les cas de négligence mettant en danger la vie d'un mineur. Monsieur Mendoza a simplement décidé de soutenir la procédure et de demander la garde légale formelle de son petit-fils, ce qui est son droit en tant que membre direct de la famille. Mais je suis sa mère. Une mère qui a choisi un dîner plutôt que la vie de son fils, a répondu l'avocat avec la première lueur d'émotion dans sa voix. Une mère qui n'a pas rendu visite à son fils gravement blessé une seule fois en 15 jours. Les juges ne sont généralement pas compréhensifs avec ce genre de cas, madame. Il lui a tendu tous les documents. Vous avez 2 semaines pour engager une représentation légale. Je vous suggère de le faire rapidement. Bonne soirée. Il s'est retourné et est parti, laissant ma mère avec une liasse de papiers légaux dans les mains tremblantes. Fernando a parlé pour la première fois. Patricia, c'est sérieux. Ça peut m'affecter aussi. Des problèmes juridiques, mon travail, ma réputation. Je n'ai pas signé pour ça. Et c'est ainsi qu'a commencé la chute libre de ma mère. J'ai appris tout cela une semaine plus tard. Mon grand-père me l'a raconté calmement, choisissant ses mots avec soin pendant que nous prenions le café dans sa petite cuisine. J'ai consulté un avocat, mon enfant, m'a-t-il expliqué. Après avoir vu comment elle t'a laissé mourir là-bas. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. L'avocat m'a dit que ce qu'elle avait fait était techniquement un délit. Abandon de mineurs en situation d'urgence. Il m'a dit que l'hôpital avait probablement déjà initié un signalement auprès des services sociaux. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tu l'as poursuivi aussi, ai-je demandé. J'ai demandé la garde formelle, a-t-il corrigé, et j'ai soutenu l'enquête de l'État. Mon enfant, j'ai des documents des 3 dernières années. Chaque fois que tu restais avec moi parce qu'elle partait en voyage avec Fernando. Chaque fois que je payais tes fournitures scolaires parce qu'elle disait ne pas avoir d'argent, mais s'achetait des sacs à main de marque. Chaque fois que tu m'appelais en pleurant parce que tu te sentais invisible dans ta propre maison. Je ne savais pas que tu avais gardé tout ça. Un grand-père protège toujours ses petits-enfants, a-t-il dit simplement. Ton père m'a fait promettre avant de mourir que je prendrais soin de toi, et je tiendrai cette promesse, même si c'est la dernière chose que je fais. À ce moment-là, j'ai compris que mon grand-père s'était préparé à cela pendant des années, attendant, documentant,
prêt à agir lorsque ce serait nécessaire. Et le moment était venu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, ai-je demandé. Maintenant, a poursuivi mon grand-père, nous allons suivre une thérapie. Tu vas guérir. Tu vas finir le lycée. Tu iras à l'université si tu le veux. Et je serai là à chaque étape du chemin. Quant à ta mère, c'est un juge qui décidera. Mais je ne vais pas te mentir, mon garçon. Avec les preuves qu'il y a, il est très probable qu'elle perde complètement l'autorité parentale. Je suis resté silencieux, digérant tout. Tu regrettes de l'avoir poursuivi, ai-je finalement demandé. Je ne l'ai pas vraiment poursuivi, a-t-il clarifié. J'ai soutenu une procédure légale qui allait de toute façon avoir lieu. Et non, mon enfant, je ne regrette pas. Je regretterais davantage de ne pas t'avoir protégé quand j'en ai eu l'occasion. J'ai hoché la tête. J'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement du bonheur, c'était quelque chose de plus proche de la paix, de la justice, du sentiment d'être enfin valorisé et protégé. Mon téléphone, que mon grand-père avait remplacé, a commencé à sonner. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a continué de sonner les jours suivants. Des messages vocaux de ma mère. Pleurant, suppliant, accusant mon grand-père, accusant les médecins, accusant Fernando, accusant tout le monde sauf elle-même. J'ai bloqué le numéro. Mon grand-père avait raison. Il était temps de guérir. Il était temps de recommencer, et cette fois avec la famille qui m'aimait vraiment. Les mois suivants ont été des montagnes russes juridiques et émotionnelles. L'audience préliminaire s'est déroulée exactement comme mon grand-père l'avait prévu. Ma mère est arrivée avec un avocat bon marché qui n'était clairement pas préparé. L'avocat de l'hôpital a présenté l'enregistrement de l'appel. Nous l'avons tous écouté dans cette salle froide du tribunal. Prévenez-moi s'il ne survit pas. Je n'ai pas le temps pour la paperasse. Sa propre voix l'a condamné. Froide, désintéressée, irritée par l'interruption. La juge était une femme d'une 60aine d'années à l'expression sévère. Elle a regardé ma mère avec quelque chose que je ne peux décrire que comme un mépris contrôlé. 15 jours. A balbutié ma mère en essayant d'expliquer. Je ne savais pas que c'était si grave. On m'avait dit qu'il était stable. Le représentant de l'hôpital s'est levé avec un dossier épais. Votre honneur, il est consigné ici que l'hôpital a effectué 4 appels supplémentaires durant ces 15 jours pour informer de l'état critique du mineur. Madame Vega n'a jamais répondu. Elle n'a pas non plus répondu au SMS. Elle ne s'est pas non plus présentée lorsqu'on l'a informé que son fils s'était réveillé du coma artificiel. La juge a examiné les documents en silence. Puis elle a regardé ma mère. Madame Vega, en 30 ans de carrière comme juge aux affaires familiales, j'ai vu de nombreux cas de négligence, mais le niveau d'indifférence que vous avez manifesté envers votre fils mourant est l'un des plus alarmants dont j'ai été témoin. Ma mère a pleuré. Fernando n'était pas avec elle. Il avait mis fin à leur relation 2 semaines après la notification légale. Il ne voulait pas du scandale, il ne voulait pas des problèmes, exactement comme mon grand-père l'avait prédit. La sentence est tombée 3 mois plus tard. Perte totale de l'autorité parentale, une amende de 2500 €, un casier judiciaire, interdiction de m'approcher sans mon consentement explicite jusqu'à mes 18 ans. Mon grand-père a obtenu la garde légale complète, une adoption formelle. Je suis officiellement devenu son fils devant la loi. Mais la justice ne s'est pas arrêtée là. La famille élargie a tout appris. Les frères de mon grand-père, mes grands-oncles, étaient horrifiés. Une de mes grands-tantes a confronté ma mère publiquement au supermarché. L'histoire s'est répandue dans tout le quartier, dans toute la famille. Ma mère est devenue une paria sociale. Son employeur l'a appris. Elle a été licenciée. Violation des valeurs de l'entreprise ou quelque chose du genre. Fernando l'a quittée et a emporté beaucoup de choses qu'ils avaient achetées ensemble. Elle a dû déménager dans un petit appartement, seule, complètement seule. La justice poétique était presque parfaite. Elle m'avait laissé seule pour mourir. Maintenant, elle était seule, vivant avec les conséquences de ses décisions. Et moi, je guérissais. La thérapie a aidé. Mon grand-père a insisté pour que j'y aille dès le début. Une psychologue incroyable nommée Dr Ramirez, qui m'a aidé à tout digérer. L'abandon, le traumatisme, la reconstruction de mon identité. Ma jambe a guéri. 6 mois de rééducation intense, mais elle a guéri. Je boite encore un peu quand il va pleuvoir,
mais je peux marcher, courir, vivre normalement. J'ai fini le lycée en vivant avec mon grand-père. Je suis entré à l'université. Génie industriel. Mon grand-père pleurait de fierté à ma remise de diplôme du lycée. Il pleurait plus que moi. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet de conseil. J'aidais avec les dépenses de la maison, même si mon grand-père protestait toujours. C'est ton argent pour ton avenir, disait-il. Mais je voulais contribuer. Nous étions une équipe. Maintenant, les routines sont devenues notre façon de nous aimer. Le café ensemble chaque matin. Mon grand-père me racontant des histoires sur mon père. Moi, l'aidant avec la technologie qu'il ne comprenait pas. Les dimanches à regarder le football, les repas faits maison, les rires, la paix. J'ai trouvé chez mon grand-père ce que je n'ai jamais eu avec ma mère. Un amour inconditionnel, une présence, un sacrifice authentique. Il a adapté sa vie de retraité pour s'occuper de moi. J'ai adapté ma vie de jeune adulte pour m'occuper de lui. Nous prenions soin l'un de l'autre. 2 ans et demi après l'accident, ma mère a de nouveau tenté de me contacter. Un long message sur les réseaux sociaux, plein d'excuses et de justifications. Elle disait qu'elle avait suivi une thérapie, qu'elle avait changé, qu'elle voulait tout m'expliquer, qu'elle avait besoin de mon pardon pour pouvoir aller de l'avant. J'ai montré le message à mon grand-père. C'est ta décision, mon garçon, a-t-il dit simplement. Je te soutiendrai quoi que tu fasses. J'y ai réfléchi pendant une semaine et j'ai finalement accepté de la voir. Une seule fois. Dans un café public, avec mon grand-père qui m'attendait dehors dans sa voiture. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard. Elle avait l'air dévastée. Elle avait vieilli de 10 ans en 2 ans et demi. Des cernes profonds, des vêtements simples et usés, des mains tremblantes. Mathéo, a-t-elle commencé. Merci d'être venu. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as 5 minutes, les jeux interrompus. Parle. Et elle a parlé. Elle s'est excusée. Elle m'a raconté comment Fernando l'avait manipulée, comment elle avait été en dépression, comment elle avait pris de mauvaises décisions, comment le fait de tout perdre lui avait fait voir la vérité. Mais à aucun moment elle n'a vraiment assumé sa responsabilité. Tout était la faute de Fernando, de la dépression, des circonstances. Elle n'a jamais dit, j'ai pris la décision de te laisser mourir parce que je ne t'accordais aucune valeur. Je l'ai écoutée en silence. Quand elle a eu fini, j'ai pris une gorgée de mon café. Tu as terminé, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, pleine d'espoir, comme si elle s'attendait à ce que je lui pardonne et que tout redevienne comme avant. D'accord, ai-je dit calmement. J'ai entendu ce que tu avais à dire. Maintenant, écoute-moi. Je ne te déteste pas, maman. La haine demande une énergie que je ne suis pas disposé à dépenser pour toi. Mais je ne te pardonne pas non plus, et tu ne fais absolument pas partie de ma famille. Mathéo, s'il te plaît. Laisse-moi finir, ai-je dit en levant la main. Tu as eu 17 ans pour être ma mère. Tu as choisi de ne pas l'être. Tu as choisi Fernando plutôt que moi, encore et encore. Et quand j'ai failli mourir, quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi un dîner plutôt que ma vie. Ce n'était pas une mauvaise décision. C'était ton vrai toi. Mais j'ai changé. Peut-être, ai-je répondu. Ça m'est égal. Mon grand-père m'a donné quelque chose que tu n'as jamais pu me donner. Il m'a donné un amour inconditionnel, il m'a donné sa présence, il m'a donné un vrai foyer. J'ai déjà une famille, et tu n'en fais pas partie. Je me suis levé. J'ai laissé assez d'argent pour payer mon café. Je te souhaite le meilleur, maman, ai-je dit. Vraiment. J'espère que tu trouveras la paix. Mais trouve-la sans moi. Ne me recontactez plus. Je suis sorti du café. Mon grand-père attendait dans la voiture. Il m'a vu marcher vers lui et a su immédiatement que tout était terminé, que ce chapitre était enfin clos. Je suis monté dans la voiture. Il a démarré sans poser de questions. À la maison, papy, ai-je dit. Il a souri, ce sourire doux et plein d'amour qui m'avait sauvé. À la maison, mon garçon, a-t-il répondu. Et nous avons roulé vers notre foyer, l'endroit où j'appartenais, avec la personne qui m'avait vraiment choisi. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, mon grand-père en a 78. Il est toujours fort et en bonne santé, bien que plus lent. J'ai terminé mes études. J'ai un bon travail. Je vis toujours avec lui,
même si je pourrais partir. Je n'en ai pas envie. Ces années avec lui sont précieuses et je sais qu'elles ne sont pas infinies. Ma mère ne m'a jamais recontacté. J'ai entendu par des tiers qu'elle avait déménagé dans une autre ville, qu'elle avait recommencé à zéro. Je suis sincèrement heureux pour elle, mais elle ne fait pas partie de ma vie. J'ai appris quelque chose de fondamental dans tout cela. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est celui qui est là, qui reste, qui choisit de t'aimer quand c'est difficile de le faire. Mon grand-père a dormi 15 nuits sur une chaise d'hôpital inconfortable. Il a mené des batailles juridiques pour moi. Il a reconfiguré toute sa vie de retraité pour me donner un foyer. Ça, c'est la famille. Ma mère a choisi un dîner plutôt que ma vie. Ça ne l'est pas. Et je suis en paix avec ça. Finalement. Edith, pour tous ceux qui ont demandé dans les commentaires. Oui, mon grand-père va bien. Il a eu 78 ans le mois dernier. Nous lui avons organisé une fête. Il est en bonne santé et heureux. Non, ma mère n'a pas réessayé de prendre contact. 5 ans se sont écoulés depuis ce café. J'espère sincèrement qu'elle va bien, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Oui, j'ai terminé l'université. Je travaille dans le conseil aux entreprises. Ça se passe bien. Pour tous ceux qui traversent des situations similaires avec des parents négligents ou abusifs, vous n'êtes pas seul. La famille que l'on choisit peut être plus forte que la famille qui nous est échue. Et il est acceptable de s'éloigner des personnes toxiques, même si ce sont vos parents. Votre santé mentale et votre bien-être sont importants. Et si vous avez des grands-parents qui vous aiment inconditionnellement, serrez-les dans vos bras aujourd'hui. Dites-leur que vous les aimez.